En France, on a toutes sortes de choses. C'est du pétrole. Pourtant, une chose nous manque. Le pétrole. Allez voir si on veut se passer de pétrole. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Il y a un Derrick dans mon jardin, il y a un pipeline chez mon voisin, c'est la folie qui salit le pétrole. Ah, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça rappelle quelque chose à ceux qui ont vécu le choc de 73. C'est vraiment comme cette phrase, en fait, est restée dans la mémoire collective. C'est délirant. Le G7 tout entier s'est engagé aujourd'hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe, a annoncé hier la Maison-Blanche dans un communiqué. Un pétrole russe qui représente 30% des importations européennes, mais entre 75 et 100% pour des pays comme la Finlande, la Slovaquie ou la Bulgarie, mais seulement entre 0 et 25% pour la France, l'Italie ou l'Espagne. Quelles vont être les conséquences pour notre portefeuille ? Le cours du pétrole n'a bougé que d'environ 3 à 5 dollars aujourd'hui, selon que ce soit du pétrole américain ou du Brent, aux alentours de 107 dollars au lieu de 110. Alors, aujourd'hui, l'économie n'est pas complètement repartie, le Covid n'est pas terminé, mais en cas de reprise, quelles seront les conséquences, sachant que l'OPEP a refusé d'augmenter sa production en limitant sa hausse à 432 000 barils jour. D'où notre grand débat, embargo sur le pétrole. Craignez-vous une nouvelle flambée du prix à la pompe? Vous êtes 98% à dire oui. Avec nous, Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, auteur de l'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale, publiées chez Jacques-Marie Lafont. Oh la vache. Philippe Charlez, bonsoir. Oh le titre. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire le titre, nous l'expliquer? La thermosociabilité? Non, la thermodynamique. Oh là là, on va perdre trop de temps. Oui, alors on va revenir sur le pétrole. Alors, Une autre fois promis. est-ce que ce quasi-maintien du cours du pétrole est rationnel suite à l'annonce du G7 hier? Oui, il est tout à fait rationnel. On va commencer par faire un tout petit peu de pédagogie pour expliquer de façon extrêmement simple la différence entre le pétrole et le gaz. Le pétrole est ce qu'on appelle une matière première fongible, c'est-à-dire qu'elle peut circuler librement, extrêmement facilement, parce que c'est un liquide partout sur la planète. On peut transporter du pétrole par bateau, on peut transporter du pétrole par train, par camion et évidemment par oléoduc. Donc ce qui signifie que le pétrole, on dit souvent d'ailleurs que c'est un marché sans fournisseurs et sans clients. Au contraire, le gaz, c'est complètement l'inverse. Le gaz, parce qu'il est gazeux, ça se transporte extrêmement difficilement. D'ailleurs, ça se consomme essentiellement localement pour éviter de le transporter quand c'est possible. On le transporte à terre par gazoduc. 10% du marché mondial est pour l'instant du GNL liquéfié. Si c'était 100%, alors à ce moment-là, il deviendrait fongible comme le pétrole. Mais par contre, le gaz transporté par gazoduc, c'est un système monofournisseur, monoclient, puisque vous avez un point de départ et un point d'arrivée, et donc ce qui signifie que c'est lié au territoire. Et donc, grosse différence entre un embargo pétrolier et un embargo gazier. Un embargo pétrolier, si vous le faites, ça ne pénalise personne, ça ne pénalise ni le fournisseur qui peut le vendre ailleurs puisque ça peut circuler, sauf à imaginer un blocus complet mondial des frontières russes. Je crois je crois que personne ne s'y risquera. Et donc, le pétrole que nous n'allons plus acheter aux Russes, ils vont le vendre avec des petits discounts aux Chinois, aux Indiens qui sont très heureux de l'acheter. Ça libérera des barils au Moyen-Orient que le Moyen-Orient nous vendra. Donc vous avez un espèce de vase communicant qui ne changera pratiquement rien du tout. Nous ne serons pas pénalisés, mais les Russes ne seront pas non plus pénalisés. Philippe Bilger. Philippe Charlez, est-ce que je peux me permettre très amicalement de vous demander, vous devriez rester à demeure à Sud Radio, comme on a la chance de vous voir assez régulièrement. Est-ce que, une question totalement profane, est-ce que ces problèmes d'énergie qui pour des gens comme moi étaient du chinois, si j'ose dire, est-ce que vous pensez qu'ils vont demeurer cruciaux une fois que la guerre ukrainienne sera terminée? Ou est-ce que ils sont liés de manière très conjoncturelle à ce qui se passe? Ou est-ce que ça va devenir un enjeu international qui servira dans les rapports de force? Alors je l'avais déjà dit, le problème du gaz est vraiment structurel puisqu'on assiste à une baisse de la production de gaz et
à un accroissement de la consommation. On a une vraie rupture structurelle offre-demande qui d'ailleurs a bien précédé la guerre ukrainienne, puisque la flambée des prix du gaz date de l'été 2021, alors qu'il n'y avait pas de conflit russo-ukrainien, et qui a d'ailleurs conduit le gouvernement à mettre sur le tapis énormément d'argent. Rappelons près de 20 milliards d'euros pour compenser notamment l'augmentation des prix du gaz, également l'augmentation des prix du pétrole. Alors, comme je vous ai dit, comme c'est fongible, c'est un peu moins marqué. Et d'ailleurs, le gaz a beaucoup plus augmenté que le pétrole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, faire de l'électricité avec du pétrole, ce qui n'était plus arrivé depuis le premier choc pétrolier, c'est moins cher que de faire de l'électricité avec du gaz. Mais donc, pour répondre très clairement à votre question, oui, je considère que c'est structurel et que les prix, et à la fois du gaz et du pétrole, sont là pour rester élevés au cours des prochaines années. Françoise Degois. Question très simple. Merci déjà de faire œuvre de pédagogie à ce point. Je crois qu'on peut rajouter. Il est parfait dans ce domaine, Philippe. On peut rajouter également que quand on le transporte en bateau, le gaz, il faut des terminaux méthaniers et que c'est extrêmement rare. Il y en a il y en a 2 ou 3 peut-être en France, je crois. Il y en a 4 en France, mais il y en a pas mal en Europe. Il y en a en Italie, il y en a en Espagne. Mais c'est pas seulement le regazéifier, il faut aussi le liquéfier. Il faut le liquéfier. Et le liquéfier est plus compliqué de le regazéifier puisqu'il faut descendre la température du gaz à moins 160 degrés. Donc une usine de liquéfaction, c'est un espèce de frigo gigantesque. Ouais, c'est ça. Donc la question qu'on peut se poser est la suivante. On est donc devant une déclaration purement politique du G7, c'est-à-dire proclamatoire, déclamatoire, quand on sait en plus de ça, et ça c'est pour la petite blague, on en parlait en antenne tout à l'heure, que les États-Unis recommencent à acheter du pétrole au Venezuela. Donc nous sommes juste sur un affichage, on est d'accord? Alors oui, on est sur un affichage parce que je vous ai dit que c'est assez commode d'un point de vue communication, puisque ça ne pénalise ni le fournisseur ni finalement le client. Donc un embargo qui ne pénalise ni le fournisseur ni le client, on peut se demander à quoi ça sert. Cela étant, comme vous allez rerouter l'ensemble des flux mondiaux, vous pouvez quand même avoir un impact à terme sur les transports, et dans le transport, ça peut impacter le prix. Donc quelque part, la seule conséquence, c'est de faire augmenter un peu le prix sans pénaliser les Russes. Donc les seuls qui peuvent être d'un don de la farce dans l'affaire sont les Européens. Pierre-Yves Martin. Moi, merci, parce que c'est avec vous, on a l'impression d'être intelligent. Donc du coup, c'est vraiment top. Enfin, je vais parler pour moi, je vais pas parler pour vous. Non, mais moi, c'est pareil. Merci beaucoup. Moi, il y a juste un point que vous avez commencé à éclairer. C'est ce principe de vase communicant à l'échelle mondiale. Et du coup, si on prend en compte cet effet de vase communicant, on se dit, il n'y a aucune raison d'avoir une spéculation ou une tendance haussière sur les prix dans les prochaines années, ce que vous venez de dire. Alors, du coup, comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on peut pas se réguler? Alors, quand je parle de vase communicant, c'est à l'époque actuelle sur un volume de consommation constant. Mais ce volume constant peut augmenter au cours des prochaines années. Et comme je l'avais expliqué au cours des 5 dernières années, les investissements dans l'exploration et la production de nouveaux champs pétroliers et gaziers s'est complètement effondré pour diverses raisons qu'on ne va pas développer. En 2015, les investissements mondiaux, c'était 780 milliards de dollars, c'est tombé à 326 l'an dernier. C'est-à-dire que pour la première fois d'ailleurs en 2021, les investissements dans le pétrole et le gaz ont été inférieurs aux investissements dans les renouvelables. Et donc, vous avez possible augmentation de la demande, moins investissement, baisse de l'offre et donc augmentation des prix. Très clair. Les vraies voix, 18h40, notre grand débat. Embargo sur le pétrole russe. Craignez-vous une nouvelle flambée du prix à la pompe? Vous êtes 98,1% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite en compagnie de Philippe Charlez. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin. Notre grand débat embargo sur le pétrole russe. Craignez-vous une nouvelle flambée du prix à la pompe? Et vous êtes 98,1% à dire oui. Avec nous, Philippe Charlez, expert en questions énergétiques et auteur de l'utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale, publiées chez Jacques-Marie Lafon. Avant de redonner la parole aux vraies voix, je vais vous poser une question. La Russie n'est pas dans l'OPEP. Mais est-ce que l'OPEP est l'allié de la Russie, comme elle refuse d'augmenter au-delà de 432 000 barils du jour la production? Est-ce que dans ce domaine, elle n'est pas l'allié objectif de la Russie?
Oui, elle pourrait. D'ailleurs, il y a eu énormément de discussions au cours des dernières années au niveau des possibles quotas entre la Russie et l'OPEP. L'OPEP, c'est environ le tiers de la production mondiale de pétrole. La Russie, c'est 17%. Donc, on voit que la somme des deux, ça fait à peu près la moitié du pétrole mondial. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire effectivement la pluie et le beau temps sur le pétrole mondial. Le seul pendant aujourd'hui à l'OPEP et à la Russie, ce sont les États-Unis, qui sont quand même, il faut le rappeler, le premier producteur mondial et de pétrole et de gaz, avec notamment 21% du pétrole mondial, essentiellement du pétrole de schiste d'ailleurs. Mais encore une fois, et c'est là qu'on peut revenir sur le côté fongible et non fongible, c'est qu'en fait, il y a 3 marchés mondiaux du gaz. Il y a un marché américain, européen et asiatique qui sont complètement déconnectés, puisque les flux n'ont rien à voir les uns avec les autres, alors que vous n'avez qu'un seul marché mondial. Et même le prix du pétrole peut être avec une petite décote aux États-Unis, mais par rapport au Brent, qui est le prix du pétrole en Europe, les différences sont marginales. Françoise Degois. Pour être très concret sur la réalité des sanctions sur la Russie et sur le régime de Vladimir Poutine, concrètement, est-ce que Vladimir Poutine, depuis 73 jours de guerre, est-ce que la Russie a perdu, avec ses embargos multiples et variés, ses restrictions, est-ce que la Russie a perdu tant d'argent que cela? Est-ce que l'économie russe est, comment dirais-je, affaiblie autant que cela? Je dis ça parce que je vois des gens qui sont à Moscou et qui tweetent, si vous voulez, des grands magasins. Je le connais très bien à côté du GOUM, ce grand magasin qu'il y a, où en fait la plupart des marques occidentales sont ouvertes, contrairement à ce que on nous a raconté. Donc est-ce que la réalité de la sanction et l'impact sur l'économie russe, c'est quoi, notamment sur les énergies? Alors disons oui, moi je ne me positionnerai que sur les énergies, sur les autres marchés type luxe, etc. Ça, je n'ai pas les données. En ce qui concerne l'énergie, on a arrêté d'acheter du charbon, mais le charbon, c'est un petit peu comme le pétrole, ça se transporte extrêmement facilement, un peu plus difficilement parce qu'un solide se transforme plus difficilement qu'un liquide, mais c'est quand même assez facile. D'ailleurs, on peut se demander comment le pétrole au nord de la Russie, quand il y a de la glace dans la Sibérie, dans ce qu'on appelle la mer de Barents au nord de et l'océan glacial arctique, en fait, il y a des brise-glaces qui brisent la glace. On amène le pétrole à Mourmansk et de là, il peut circuler comme il veut sur tous les océans de la planète. Là-dessus qui est incroyable. Là, je fais une petite diversion, mais pour répondre clairement à votre question, depuis le début de la guerre, au point de vue rente pétrolière et gazière, elle est pratiquement identique. Elle a même, je crois, augmenté un petit peu parce que la demande avait même, s'était même un petit peu accrue. Et puis les prix ayant augmenté d'office, la rente augmente. Il fait des grosses ristournes, vous nous avez dit. Alors, il fait des ristournes. Ce qu'on pense, c'est difficile de savoir exactement combien, aux Indiens et aux Chinois pour justement vendre son pétrole, et il le fera si on fait, comme on l'a dit, un embargo sur le pétrole, mais de toute façon, ce sera une ristourne sur un prix qui est toujours en train de monter, donc de toute façon, il conserve relativement bien sa rente pétrolière et gazière. D'ailleurs, vous avez, quand on le trace, une corrélation de 100% entre le PIB russe et le prix du baril. Ce qui est hallucinant. Pierre-Yves Martin. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un enseignement positif dans cette situation, dans cette conjoncture? Est-ce que ça peut nous inviter, nous industriels, entreprises, citoyens, à repenser notre rapport à l'énergie, ou est-ce que c'est complètement ubuesque, complètement utopique, pardon? Alors certainement, et d'ailleurs pas nécessairement que le conflit russo-ukrainien, puisque je vous ai dit que la situation était apparue avant le conflit et date de l'été dernier. On l'a vu. On a vu le président de la République faire un virage à 180 degrés, notamment sur le nucléaire, qui n'est pas innocent puisqu'il est apparu en septembre, juste après le début de la flambée des cours. Il s'est donc aperçu, et je suppose également ses confrères européens, que la flambée du prix du gaz était due à une dépendance gazière très forte, qu'il fallait en changer. Mais comme je l'ai déjà dit, l'énergie, c'est le temps long et malheureusement, la situation ne pourra pas changer dans les mois qui viennent. Philippe Charlez, est-ce que cet embargo va pas jouer sur une chose qui nous concerne tous, la
le début peut-être de la dédollarisation du marché des matières premières, puisque les Russes et les Chinois se payent, je crois, en roubles ou en yuan, et maintenant l'Arabie Saoudite, allié stratégique des Américains, a accepté de facturer en yuan, si mes infos sont bonnes, le pétrole qu'ils vendent aux Chinois. Peut-être. Alors, ça fait très longtemps qu'on parle de la dédollarisation du pétrole brut. On n'y est jamais vraiment, arrivé. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la force de l'externalité de la jurisprudence américaine extraterritoriale. Hein. Cela étant, oui. L'importance que la Chine prendra dans le futur pourrait faire que le yuan devienne une monnaie d'échange pour des matières premières comme le gaz et le pétrole. Alors, est-ce qu'on préfère le yuan ou le dollar comme monnaie d'échange? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas l'euro. Ce serait pas l'euro, de toute façon. J'en doute. Et donc, du coup, si on acte ce départ du dollar comme monnaie centrale dans les échanges d'énergie, est-ce qu'il y a un risque, notamment par rapport à la stabilité monétaire des autres monnaies? Je pense à la monnaie chinoise, notamment, sur lequel on peut s'interroger, notamment sur la stabilité durable liée au modèle bancaire. Alors, je ne vais pas spéculer parce que je ne le sais pas, sur la stabilité. On peut spéculer sur les matières premières, pas du yuan, ou pas du sur une monnaie. Ce qui est clair, très dangereux. Ce qui est clair, c'est que le prix du pétrole que l'on paye est extrêmement dépendant du taux de change. C'était en 2007, on avait un euro qui était à 1,6 $. Vous divisez les 107 $ ou les 110 $ de l'époque par 1,6. Aujourd'hui, vous divisez les 110 par 1, vous avez 60% de différence du prix pour le consommateur. Donc, ce qui veut dire que si on arrivait, c'est vrai, à payer directement le pétrole en euros, ça ferait une économie considérable puisqu'on ne verrait pas le taux de change. Alors inversement, le taux de change peut aussi avoir un avantage dans certains cas. Mais la réalité, juste, c'est pour dire que comment dirais-je, la fluctuation sur les monnaies est en train de montrer également à quel point les équilibres du monde changent, tout simplement. On voit bien qu'on est en train de sortir de l'équilibre de la Seconde Guerre mondiale avec les 5 grandes puissances et qu'on va vers un nouvel équilibre, une nouvelle façon de relations entre les États, c'est évident. C'est clair. Et d'ailleurs, je vous invite à... J'ai publié récemment sur ma chaîne YouTube, je vais faire un petit peu de publicité, qui s'appelle Energy Challenge, une petite vidéo sur ce qu'on appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran et 4 ou 5 pays d'Asie centrale. Et quand vous voyez leur puissance en termes énergétiques et de matières premières, c'est absolument effrayant. Merci beaucoup Philippe Charlès, expert en questions énergétiques et auteur de l'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale, publié chez Jacques-Marie Lafont. Verdict sur Twitter, vous êtes 98% à craindre une nouvelle flambée du prix à la pompe.